suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis trouvé un petit coin là où je me sens bien, parmi les arbres, à côté du lac, dans la végétation. Alors aujourd'hui, pour commencer, je voudrais faire juste un petit rappel rapidement parce que je sais qu'il y a des personnes qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas encore forcément tout à fait l'habitude. Quand je fais des vidéos, des podcasts, en fait, je parle à partir de ma propre réalité. Ça veut dire que je parle à partir de qui je suis, donc de mon expérience, des mémoires que je porte, de ma conscience, de mon mental, de mon émotionnel, de mes filtres et de toute ma subjectivité. Et j'en ai conscience et je l'assume. Et c'est important que ce soit clair pour tout le monde que je ne suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit, que je ne suis pas en train de donner des vérités absolues, certainement pas. Voilà, je m'exprime à partir de ma réalité et chacun a sa propre réalité. Donc en fait, l'intérêt pour moi de ces contenus que je partage avec vous, pour vous, c'est de voir si ma réalité peut avoir des résonances avec la vôtre. Des résonances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez écouter, regarder, vous allez ressentir peut-être dans votre corps différentes sensations, ou au niveau émotionnel, ou il y a certaines pensées qui vont passer. Et c'est intéressant de voir pour vous si ce qui se passe quand vous vous reliez à ce que je vous exprime, si c'est agréable, pas agréable, si c'est plutôt ouvert, enthousiasmant, réjouissant, etc. Est-ce que ça vous aide à mettre peut-être des mots, des concepts, à clarifier des choses que vous aviez vous-même peut-être ressenties, mais que vous n'aviez pas vu de cette même manière. Donc ça peut enrichir vos propres perceptions et votre propre observation de ce qui se passe dans votre propre réalité. Mais raisonner, ça peut être aussi dans l'inconfort. Parce que clairement, moi je ne suis pas là pour ménager qui que ce soit, pour être consensuelle, etc. Je suis juste là pour témoigner de ma réalité telle que je l'aperçois, avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. Donc probablement qu'il y a des moments où il y a plein de personnes qui vont, en se reliant à ce que je vais exprimer, se retrouver en réaction. Se retrouver en réaction, ça veut dire que dans le corps, il va y avoir des ressentis qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas confortables, ça peut piquer, ça peut serrer, ça peut être pas très très agréable. Au niveau émotionnel également, et au niveau des pensées, observez. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous dire « Ah non, mais alors là, c'est pas possible. Non, mais là, Karine, elle va trop loin, c'est pas possible. » Donc, tout ça, c'est hyper intéressant. Parce que ce que je vous partage, que ça résonne agréablement ou inconfortablement, ça peut contribuer à vous enrichir. Parce que quand c'est inconfortable, alors c'est toujours une invitation. Alors ça, j'en parle vraiment en détail dans mon e-book, je vous remets le lien dans la description. Je ne vais pas revenir là parce que je voulais juste faire ça comme introduction, mais vraiment, quand c'est inconfortable, c'est toujours une invitation à aller voir qu'est-ce que ça dit de soi, qu'est-ce que ça montre de mes valeurs, de mes besoins, de mes limites, de mes croyances, de qui je suis. Et donc quand c'est inconfortable, on peut avoir tendance à couper et à rejeter le déclencheur de ce qui a généré cet inconfort, et c'est tout à fait correct, enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Mais si on met à distance sans accueillir le cadeau qui va avec, pour moi il y a quelque chose qui manque. Mais après, voilà, encore une fois, il n'y a aucun jugement et c'est à chacun de prendre conscience qu'il y a toujours ce choix, il y a toujours ce portail, comme je dis dans mon e-book, il y a toujours une porte qui est là pour aller vers soi-même, et après c'est à chacun d'ouvrir cette porte, de franchir le seuil ou pas. Et chacun est libre. Voilà, donc je vous mets le lien de l'e-book sur la présence consciente dans la description. Et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de notre émotionnel et de notre mental, de nos émotions, et puis d'un autre côté, de ces pensées, de ces croyances qui sont dans cet espace mental. Et ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo, dans ce podcast, dans ce contenu, c'est comment l'émotionnel et le mental sont reliés ensemble, et comment cette interaction peut nous bloquer et vraiment nous maintenir dans un état de souffrance, ou alors comment cette interaction peut contribuer à nous apaiser, à nous libérer et à nous remettre dans quelque chose qui est plus en mouvement et qui est plus fluide et plus agréable. Alors j'ai envie de commencer à vous raconter une petite histoire en guise d'introduction, qui va en faire sourire, je pense, certains et peut-être en étonner d'autres. Et là encore, ça va vous confronter à vos croyances, aux étiquettes peut-être que vous pouvez mettre sur ce que c'est qu'une thérapeute dans le domaine du bien-être, etc. Vous allez voir.
Donc là, on est le lundi 14 septembre 2020. Et donc ce week-end, il y avait le samedi 12 septembre. Samedi 12 septembre, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais voilà, c'était le retour des Gilets jaunes, le retour de la contestation sociale. Et donc si vous avez vu certaines de mes vidéos, et plutôt les vidéos assez récentes, là, de la fin du mois d'août, début septembre, vous avez compris que je ne suis pas vraiment en accord avec un certain nombre de décisions de notre gouvernement. Et donc j'ai vraiment senti cet élan en moi de partager ce mouvement de contestation, de positionnement, de refus en fait. Quand je dis en moi que ça dit non depuis un certain nombre de vidéos, c'est que vraiment ça dit non, et je l'exprime assez clairement. Et j'avais vraiment cet élan en moi de partager un mouvement de contestation. Donc il y en avait plusieurs, moi je suis en région parisienne, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Paris. Et donc j'ai choisi un mouvement dont le mot d'ordre c'était « pour une réelle démocratie ». Voilà, donc j'ai rejoint cette manifestation, tant bien que mal, puisque on peut dire qu'une bonne partie de Paris était bouclée, verrouillée, il a fallu pas mal marcher pour rejoindre le cortège, enfin bref, tout n'était pas vraiment fait pour faciliter l'accès à la manifestation, on va dire ça comme ça. Et donc j'y suis allée avec mon petit téléphone et j'ai voulu prendre quelques images et puis me confronter à ce que c'est que de participer à cette manifestation. Alors c'était pas du tout ma première manifestation, loin de là, mais celle-là j'avais envie de la faire parce que ça avait vraiment du sens pour moi et j'avais vraiment envie de faire cette expérience d'être dans ce groupe de personnes voilà, qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe d'un point de vue civique, de faire l'expérience voilà, de ces chants, de ces tambours, de ce rassemblement, et aussi faire l'expérience d'observer ces CRS là, qui étaient tout autour, la manière dont ils nassaient, dont ils enfermaient notre groupe, dont ils nous enfermaient, de faire l'expérience des gaz lacrymogènes, des affrontements, de se retrouver là collés au bouclier en plexiglas de ces CRS, enfin bref. C'était une expérience que j'avais vraiment envie de faire dans ma présence, au niveau de ma sensorialité, parce que voir des posts passer dans les réseaux sociaux, liker, mettre un émoticône pas content, etc., c'est une chose, depuis son canapé ou son lit, etc. Se confronter à la réalité d'un point de vue sensoriel de ce qu'est de se retrouver enfermé, encerclé par des CRS et gazé, voilà, je trouvais que c'était une expérience que j'avais envie de faire en tout cas. Et je suis très contente de l'avoir faite, et ça a été très riche pour moi. Après, donc là, il y a un truc qui m'a quand même étonnée dans cette manifestation. Je ne sais pas si vous êtes allé à Paris récemment, où vous habitez, vous qui regardez cette vidéo-là. Mais à Paris, en fait, quand vous vous promenez, 99, quelque chose des Parisiens sont masqués. Mais masqués pour de vrai, masqués avec le masque qui remonte au-dessus du nez, etc. Bon, ça déjà c'est une chose, donc ça veut dire que moi si je fais le choix à un moment donné de me balader dans Paris sans masque, en gros je suis la seule qui n'a pas de masque. Donc ça c'est déjà assez confrontant. Je dis pas que je le fais à chaque fois parce que justement c'est un peu lourd et c'est assez lourd à porter et confrontant, mais je l'ai fait et c'est très intéressant comme expérience. Mais là je m'attendais dans cette manifestation pour une réelle démocratie à me retrouver avec des personnes qui avait donc un certain recul par rapport au discours du gouvernement, etc. Et je m'attendais à trouver des personnes démasquées. Parce que je m'attendais à trouver des personnes qui allaient chanter, qui allaient scander des différents mots, différentes choses. Et je m'attendais à trouver des gens démasqués. Alors c'est vrai qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient démasqués quand même que quand on se balade comme ça dans Paris, où le port du masque est obligatoire en extérieur. Mais là, il n'y en avait pas tant que ça. Par rapport à ce que j'attendais, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait beaucoup plus de 90% des personnes qui étaient masquées, et masquées vraiment avec le max mis au-dessus du nez, etc. Donc ça m'a vraiment interpellée, et ça a été le départ de la réflexion qui a fait cette vidéo et ce podcast que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Je me suis dit, ah ouais, parce que moi, dans ma réalité, comme je vous l'ai déjà exprimé, le port du masque en extérieur, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun fondement scientifique au port du masque en extérieur de personnes qui n'auraient pas de symptômes. Si une personne a des symptômes, voilà, je veux bien. Si une personne a des symptômes en extérieur, pourquoi pas. Si une personne est en intérieur, dans un environnement confiné, il y a des phénomènes d'aérosol, bon, pourquoi pas. Mais porter un masque en extérieur quand on n'a aucun symptôme, mais ça n'a aucun fondement scientifique.
c'est pas moi qui le dis, je veux dire, vous regardez différentes sources, on en reparlera à la fin de cette vidéo et de ce podcast, parce que j'ai un petit cadeau pour vous à vous partager à la fin de ce contenu. Mais vraiment, il n'y a aucun fondement scientifique à ça. Et donc ça veut dire que quand on porte un masque en extérieur alors qu'on n'a pas de symptômes, c'est qu'on le fait parce qu'on obéit en fait. Et ça m'a vraiment interpellée, parce qu'en plus j'ai vraiment senti de la part de beaucoup de personnes que le fait de moi me voir sans masque, ça leur faisait peur, et que je devenais quelqu'un qui les mettait en danger, que ça pouvait déclencher de l'hostilité, de la méfiance, je voyais des gens s'écarter, faire certains regards, etc. Et j'ai vraiment vu comment le fait d'être dans l'obéissance et dans la peur, et les deux vont ensemble, quel comportement ça pouvait générer. Et ça m'a vraiment interpellée, parce que pour le coup, entre l'équilibre des croyances, du mental et de l'émotionnel, pour moi, ces personnes-là, elles ne sont absolument pas dans la rationalité, parce que pour moi, une rationalité, je la base sur le réel, comme je vous l'ai déjà dit, et je vais le redévelopper dans cette vidéo. Donc là, pour moi, ces personnes, elles ne sont pas dans du rationnel qui est relié à du réel, elles sont dans des croyances, et leur comportement est complètement en adéquation avec leurs croyances, mais pour moi, ce sont des croyances qui sont basées à la fois sur de l'obéissance et sur de la peur. Et du coup, là, forcément, ça m'interpelle, et là, ça me donne envie d'exprimer certaines choses. Alors, ce que je vais expliquer maintenant, c'est extrêmement simplifié, c'est un peu caricatural, mais ça va faire le job pour vous expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Alors, dans le cerveau, il y a tout un tas d'aires cérébrales, de zones qui gèrent différentes choses. Moi, les deux qui vont m'intéresser aujourd'hui, c'est les ensembles de zones qui gèrent tout ce qui est notre émotionnel, et puis l'ensemble des aires cérébrales qui gèrent tout ce qui est de l'ordre de la pensée, du mental, du langage, etc. Et moi, je vais m'intéresser à ces ensembles d'aires cérébrales et de zones cérébrales là. Il y en a d'autres qui gèrent d'autres choses, mais on va simplifier comme ça. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose que je trouve très très intéressant à partir de ça. On va dire la zone émotionnelle et la zone mentale pour simplifier, mais c'est un ensemble de zones, etc. Donc, d'accord, mais on va dire comme ça pour simplifier. C'est que les zones émotionnelles et les zones mentales, il y a des expériences en neurosciences qui montrent qu'il y a des interactions avec ces ensembles de zones. Et parmi ces interactions, il y en a que je trouve particulièrement intéressantes aujourd'hui, c'est de prendre conscience que les zones émotionnelles, si elles sont complètement suractivées et surinvesties, elles vont potentiellement inhiber, c'est-à-dire empêcher de fonctionner les zones rationnelles, les zones du mental, du langage, etc. Bon, ça c'est facile, je pense qu'on en a tous fait l'expérience d'être complètement pétrifié par une peur, par une phobie, par quelque chose. Vous savez que quand il y a quelque chose d'émotionnellement très intense qui se passe pour nous, on perd nos capacités de réflexion, de raisonnement, parfois on en perd la parole. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons nous relier assez facilement. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que nos ensembles de zones cérébrales qui sont liées à la pensée, au langage, au raisonnement, tout ce qui est conceptuel, etc., ça peut inhiber aussi l'aspect émotionnel. Et donc, je pense que probablement ça vous parle aussi. Quand on est vraiment dans des réflexions très théoriques, très abstraites, etc., et qu'on fonctionne un peu comme des cerveaux sur pattes, eh ben on peut se couper de sa réalité émotionnelle. Et les uns et les autres, en fonction de notre histoire, de notre éducation, de notre personnalité, etc., on a plus ou moins de facilité à se couper de son émotionnel. Et les ressentis physiques, c'est encore autre chose, mais on pourrait le rajouter avec. Et on a plus ou moins de facilité comme ça à se relier ou à se couper de son émotionnel et de ses ressentis physiques. Et donc, surinvestir la zone mentale, ça peut aussi avoir comme conséquence d'inhiber notre émotionnel. Et donc, il y a vraiment une inhibition réciproque possible de la zone émotionnelle et de la zone mentale l'une sur l'autre. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de le mesurer pour soi quand on sait qu'on se retrouve pris comme ça dans des grandes bouffées émotionnelles, vraiment des grosses émotions qui nous embarquent complètement, d'avoir à l'esprit
que, bah oui, on peut avoir des comportements qui sont complètement irrationnels et tomber dans des choses qui sont pas du tout de l'ordre de la logique. Et je pense que ça nous est tous arrivé et je pense que vous pouvez vous relier à une expérience où ça vous est déjà arrivé, où vous avez déjà vu des personnes faire ce genre de choses. Quand ça nous arrive à nous-mêmes, quand ça arrive à soi, en général, on est pris dedans, donc on n'a pas beaucoup plus de moyens que de vivre la chose et puis voilà. Parfois, en fonction de l'espace qu'on peut avoir de conscience, il y a un moment donné où on va peut-être se rendre compte qu'on est pris là-dedans. Et donc au moment où on s'en rend compte, c'est là où on a une petite brèche de conscience et on peut récupérer un petit peu de liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut s'accueillir, se mettre dans ses points d'appui, dans son corps, dans sa respiration, vraiment vivre cette vague émotionnelle avec toute son intensité, la permettre de nous traverser, et c'est en lui permettant de nous traverser qu'elle va pouvoir se libérer, que ça va pouvoir se décharger et qu'on va pouvoir après récupérer un espace plus conscient avec la possibilité de réfléchir, de raisonner, de s'exprimer, etc. Après, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir une pratique de décharge en conscience où on va vraiment trouver un moyen pour se défouler, pour en général en engageant le corps, aller courir, aller crier, etc. Enfin, une pratique qui va permettre de décharger cette tension, cette charge émotionnelle. Ça permet de baisser en général l'intensité, mais ça ne permet pas à la vague d'être complètement libérée. Mais ça peut permettre de baisser l'intensité. Et une fois que l'intensité est baissée, on va pouvoir beaucoup plus facilement l'accueillir et se laisser traverser. Enfin bref, il y a des techniques quand on est pris dans ce genre de grosses charges émotionnelles pour faire baisser l'intensité et retrouver un espace de raisonnement. Quand c'est dans le cadre d'une relation et que vous voyez quelqu'un qui est pris comme ça dans cette grosse bulle et cette grosse charge émotionnelle, en fait ça ne sert à rien de lui parler sur un plan rationnel et mental puisque la personne n'est pas accessible et n'est pas disponible pour de l'argumentation, etc. Donc ça c'est hyper important d'en avoir conscience, parce que ça évite tout un tas de conflits, d'incompréhensions qui sont inutiles en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est pris là-dedans ? Si on sent intuitivement, empathiquement que la personne, ça peut l'aider, que notre présence juste bienveillante, non jugement, des fois il n'y a rien de spécial à dire, juste d'être là, d'être présent, sans forcément toucher l'autre, et là c'est pareil, c'est dans l'intuition que ça se passe, pour sentir si l'autre a de l'espace pour être touché ou pas. En général, moi ce que je conseille, c'est de ne pas toucher spécialement la personne et juste d'être présent si on sent que notre présence peut l'aider. Et aussi parfois c'est important de prendre conscience que ce qui aide le plus la personne parfois c'est de la laisser tranquille et de quitter l'espace en fait, de vraiment lui laisser pleinement son espace. Et il est possible de la quitter en lui disant écoute, je vais te laisser vivre ce que tu es en train de vivre, et puis quand tu sens, quand tu auras besoin, que tu voudras qu'on en reparle, viens me voir ou je reviendrai voir plus tard et puis on verra si on peut en parler. Mais voilà, il est possible de laisser la personne tranquille en formulant les choses avec beaucoup de douceur et de bienveillance, en disant voilà, je te laisse vivre ce que tu es en train de vivre et je reviendrai plus tard. C'est aussi possible, et là c'est en fonction du type d'émotion que la personne est en train de vivre, etc., de lui dire écoute, est-ce que tu préfères que je reste ou est-ce que tu préfères que je te laisse tranquille ? Et laisser la possibilité à la personne, si elle a encore un tout petit peu d'espace pour répondre, de lui dire, que la personne puisse dire bah ouais là je préfère que tu me laisses parce que là je sens que ça va pas le faire, ou alors non j'aimerais bien que tu restes parce que ta présence me réconforte et me fait du bien. Donc vous voyez, donc là il y a plein de possibilités, il n'y a pas de règles, tout se passe dans l'intuition, dans la capacité d'empathie qu'on a, dans le ressenti qu'on a à ce moment-là. Et là c'est encore pas si évident que ça parce qu'il y a nos projections, il y a ce que nous on imagine qu'on aimerait bien recevoir ou donner, etc. si on était à la place de l'autre. Sauf qu'en fait, pour de vrai, on n'est pas à la place de l'autre et il n'y a que l'autre qui peut savoir pour lui ou pour elle ce qu'il a vraiment besoin et ce qu'il aide. Donc c'est pas si évident que ça. Donc quand l'émotion, elle est forte comme ça, quand elle nous envahit, quand elle nous embarque, etc., ok, elle va réprimer le mental, on n'a plus d'espace. Mais à un moment donné, on va récupérer de l'espace. Et au moment où on récupère de l'espace pour réfléchir, pour questionner, pour refaire des liens entre les causes, les conséquences, etc. Alors là, ça me paraît vraiment essentiel d'aller regarder, d'aller identifier qu'est-ce qui a déclenché déjà à l'extérieur éventuellement ces vagues et ces tsunamis émotionnels, et puis de regarder en quoi ce déclencheur, avec quoi il est en résonance pour moi à l'intérieur.
quelles sont les croyances, quelles sont les différentes choses que je porte, les différentes mémoires, qu'est-ce qui est en résonance en moi avec cette information, et d'aller identifier tout ça. Parce que parfois, il y a réellement quelque chose qui est de l'ordre du réel. Par exemple, je sais pas, il y a un deuil, j'ai perdu mon emploi, enfin bon, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau factuel qui s'est passé et qui est tout à fait en raccord avec l'intensité émotionnelle que je suis en train de vivre. Et donc là, il y a ce processus d'accueil, d'acceptation, regarder quels sont les pardons, et puis voir si après il y a de l'espace pour de la gratitude. Donc tout ça, je le décris dans mon e-book. Et parfois, c'est vraiment intéressant de regarder que cette information qui arrive de l'extérieur, elle va rentrer en résonance avec un certain nombre de croyances, de conditionnements, de choses que je porte, et ça va effectivement déclencher cette intensité émotionnelle. Mais parfois, les informations qui sont données à l'extérieur ne sont pas forcément en raccord avec du réel. Parfois, il y a des informations qui sont fausses, mais qui vont rentrer pour moi en résonance avec ma peur de mourir, ma peur de malade, ma peur de faire mal à l'autre et tout un tas de peurs, qui vont faire que effectivement ça va résonner très fort et ça va enclencher des choses qui sont très intenses en moi. Mais ça ne veut pas dire que le déclencheur qui est au départ de toutes ces vagues émotionnelles, ça ne veut pas dire que les informations qu'il porte sont vraiment réelles et reliées à la réalité. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant, parce que ce déclencheur, il est quand même intéressant à utiliser parce qu'il me donne l'occasion d'aller introspecter, d'aller regarder ces mémoires que je porte, ces croyances que je porte et éventuellement de les ajuster à la réalité. Mais ça me paraît essentiel aussi d'aller regarder ces informations et d'aller regarder la manière dont je me connecte à ces informations. Et c'est là que le mental, il a vraiment un rôle d'équilibrage qui est essentiel à mon sens. Parce que je sais que dans certains environnements spirituels, New Age, etc., c'est assez commun d'être en guerre contre le mental. Le mental, c'est un peu l'ennemi, alors il faut faire taire son mental, il faut arrêter de penser, il faut être que dans le silence, etc. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, parce que moi, je trouve que le mental, il est vraiment utile, il a toute sa place. Le truc, c'est de ne pas s'identifier avec son mental, parce que là, c'est sûr que ça devient assez embêtant. Le mental, c'est un espace de notre psychisme avec plein d'autres espaces. C'est une partie de qui nous sommes, mais ce n'est pas l'entièreté de ce que nous sommes, évidemment. Le mental, c'est pas notre ennemi. Le but, c'est pas de faire taire le mental, d'être dans le silence tout le temps, etc. Le mental, il peut, en fonction des croyances que nous nourrissons et des pensées que nous nourrissons chaque jour, le mental, il peut nous saboter, il peut nous couper de notre essence, de notre lumière, de l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres, il peut nous couper de notre humanité, il peut vraiment être hyper toxique en fonction de son contenu et de la manière dont on l'utilise. Et notre mental, il peut nous libérer, il peut nous émanciper, il peut nous relier à la lumière et à l'amour que nous portons, il peut nous relier aux autres, il peut nous relier à notre empathie. Et tout ça, ça dépend vraiment des croyances que nous entretenons et des pensées et du poids que nous donnons aux pensées qui nous traversent. Parce que les pensées, elles nous traversent et nous avons le choix toujours d'y croire ou non, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu développé dans la vidéo « Un paradigme des croyances, ça se change ». Donc je vous renvoie à ce podcast et à cette vidéo si ça vous intéresse, j'en ai déjà pas mal parlé à ce moment-là. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser le mental pour s'émanciper, pour se libérer, pour déverrouiller ces vagues émotionnelles qui sont peut-être restées encore bloquées et choisir des croyances et identifier quelles sont les croyances que nous portons qui peut-être ne nous servent pas et ne nous aident pas à revenir à quelque chose de plus tranquille et de plus libre en fait. Alors vraiment une clé par rapport à cette situation du Covid-19, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est vraiment ça que j'ai envie de soutenir et de vous montrer de manière très concrète dans cette vidéo, c'est de vraiment identifier comment utiliser son mental pour rester au contact de la réalité. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, rester au contact de la réalité, je sais que pour les uns et pour les autres, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et que justement, en fonction de nos croyances et de tout un tas de choses que nous portons, notre éducation, etc., ça peut être très différent. Et donc, quand je dis ça, je dis tout et je dis rien en même temps. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose,
que ce soit un journaliste, que ce soit un scientifique, que ce soit un médecin, que ce soit un politique, que ce soit moi, qui que ce soit, vraiment il y a une question que je vous invite à vous poser. C'est quel est l'intérêt que cette personne qui est en train de vous donner cette information, quel est son intérêt à vous dire ça en fait? Est-ce qu'elle a un intérêt quelconque à vous dire ce qu'elle est en train de vous dire? C'est pas pour être dans un état d'esprit de parano, c'est juste pour acquérir un petit peu de discernement. Parce qu'on pourrait dire oui, je suis perdu, il y a des médecins qui disent ci, il y a des médecins qui disent ça. Je suis perdu, il y a des scientifiques qui disent ci, il y a des scientifiques qui disent ça. Il y a des journalistes, bon là ils disent beaucoup la même chose, mais il y a des fois certains journalistes qui semblent avoir des éclairs de conscience, moi je dirais, à partir de ma réalité, et qui disent l'inverse de ce que disent tous leurs confrères, etc. Donc comment je m'y retrouve? Bon, je vais changer de cadre parce que là je suis en train de cramer et j'ai pas envie de finir cette vidéo avec un gros coup de soleil dans le dos, donc je me réinstalle autrement et je reviens tout de suite. Ah, là c'est mieux, je suis à l'ombre, je vais pouvoir continuer ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous avez différentes sources de personnes qui ont des mêmes fonctions, donc auxquelles on pourrait donner le même crédit, la même confiance, comment discerner quel est le scientifique qui dit vrai, le scientifique qui dit faux, la revue qui dit vrai, la revue qui dit faux, l'élu qui dit vrai, l'élu qui dit faux, etc. etc. Comment discerner ça? Ça veut dire qu'ils ont des intérêts qui sont différents. Puisque s'il y en a un qui dit une chose et qu'il y en a un autre qui dit l'inverse, c'est que l'endroit à partir duquel il vous parle n'est pas le même. Et donc ce qui me paraît important pour rééquilibrer mental-émotionnel, c'est d'apprendre à discerner avec son mental, de discerner à partir de quel endroit une personne vous parle. Est-ce qu'elle vous parle à partir d'un réel, une réelle envie, une réelle conviction de vous partager des informations au plus juste, qui ont été vérifiées au contact du réel, ou de rétablir une justice ou une justesse, etc. Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont des intérêts financiers et qui reçoivent de l'argent pour vous dire ce qu'elles sont en train de vous dire? Et ça, vous voyez bien que ça change un petit peu les choses. À mon sens, ce que nous vivons avec ce Covid, c'est vraiment l'opportunité de remettre du discernement et d'identifier à partir d'où les différentes personnes sont en train de nous parler et de revisiter la confiance que nous mettons dans les différentes autorités que nous avons identifiées autour de nous. Et puis je vous rappelle que la confiance n'exclut pas la vérification. Après vous allez me dire bah oui mais je peux pas tout vérifier, j'ai mon boulot, j'ai pas le temps, etc. Ok, je comprends. C'est pour ça que j'ai un petit cadeau pour vous. Parce que moi j'ai eu beaucoup de disponibilité ces derniers mois. Et donc j'ai pris ce temps d'aller identifier les différentes sources d'informations qui me paraissaient avoir des intérêts acceptables. Ça veut dire que j'ai appris à discerner parmi les différents médias par exemple, ou parmi les différents scientifiques ou les différentes revues scientifiques, etc. J'ai fait ce travail d'apprendre à discerner qui me parlait à partir d'intérêts qui étaient des intérêts financiers, industriels, pharmaceutique, etc. Et qui me parlait à partir d'un espace qui me paraissait beaucoup plus juste et beaucoup plus acceptable. Donc j'ai mis des sources d'informations dans un document dont je vous mets le lien sous ce contenu, et vous pourrez juger par vous-même si ça vous parle, si ça vous intéresse. J'ai vraiment hiérarchisé les choses en mettant différentes thématiques, etc. Donc vous pouvez survoler ça parce que j'ai essayé de faire au plus court. Donc à chaque fois, j'ai pas mis différentes sources. Parce que c'est pas un travail de conviction ce que je suis en train de faire. Je suis en train de juste vous montrer, d'ouvrir des possibles. Après, ce sera à vous, si ça vous parle et si vous avez envie de creuser et si vous avez cette disponibilité-là, ce sera à vous d'aller recroiser les différentes sources pour vous faire votre propre opinion et réajuster vos croyances éventuellement ou pas. Mais moi, c'est pas ça le travail que j'ai fait. J'ai juste montré qu'il y avait des sources qui existaient, qui pouvaient avoir un certain discours qui était divergent et des informations qui donnaient un certain éclairage par rapport à ce que nous étions en train de vivre, et que ces informations, vous ne les aviez pas dans les médias classiques, en écoutant France Info ou en regardant Libé ou Le Monde, ou etc. Vous n'aviez pas ces informations-là. Donc moi, j'ai fait ce travail de rassembler un certain nombre d'informations et de les éclairer différemment. Donc vous pourrez aller voir ça et vous verrez bien si ça vous parle. Et vous verrez dans ces articles que j'ai partagés, dans ces différentes informations avec vous,
il y a quelque chose qui est très important sur lequel j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, c'est le fait que certains articles, certaines sources d'informations, justement en fonction de la confiance que vous attribuez aux médias ou aux journalistes qui sont en train de s'exprimer, vous allez tomber dans le panneau de la manipulation ou pas. Et ça, c'est vraiment intéressant et j'ai envie d'illustrer ce que je suis en train de dire avec un exemple qui est un article justement qui figure dans le document que je vous ai préparé. C'est un article des Échos, donc leséchos.fr. C'est un article qui s'appelle « Covid-19, la Suède maintient sa stratégie malgré les critiques ». Donc déjà l'article il dit quelque chose. Et donc le sous-titre de l'article c'est « Face aux critiques et à sa piètre gestion de la pandémie du Covid-19, le Premier ministre social-démocrate promet de renforcer l'État-providence ». Alors là, on pourrait déjà faire une étude de texte juste sur ce sous-titre, parce qu'on sent bien qu'il y a un champ lexical qui est un petit peu chargé. Il y a critique, il y a piètre gestion, promet, l'idée de promet, donc tout de suite ça raccroche promesse, mensonge, etc. Et de renforcer l'État-providence aussi, ça raccroche à un certain nombre de choses. Donc là déjà, juste avec le titre et le sous-titre, on se dit, waouh, l'article, il est un chouïa orienté, au niveau du champ lexical, etc. Donc là, j'ai le choix. Toujours, j'ai le choix. Soit je rentre dans, et j'adhère à ce que ce journaliste est en train de me dire, et là, ça dépend de mes propres croyances, de mon espace d'esprit critique, de mes convictions politiques, géopolitiques, etc. Ou alors, je reste centrée, et juste je vois qu'il y a une orientation qui m'est proposée, mais je ne suis pas obligée de rentrer dedans. Et donc, moi, quand je dis de lire une source d'information, de rester au contact avec le réel, quand je vois un article comme ça, je peux me dire, bon, c'est bon, c'est orienté, je ne vais même pas lire ce qu'il y a dedans. Ou alors, je peux laisser ouvert, donc je reste au contact avec ce réel qui est cet article qui existe, mais je vais, moi, m'intéresser à aller voir quels sont les chiffres et quels sont les faits. Et éventuellement, s'il y a des chiffres et des faits, je peux après aussi les vérifier, parce que parfois, clairement, il y a des articles où il y a des faits qui sont faux, en fait. Ça existe. Et y compris chez des médias qui sont très, très bien connus. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous lire l'article, parce que là, on en aurait pour longtemps, mais juste le début pour que vous puissiez mesurer la teneur du truc. Donc, ça commence par « Garder le cap et faire bonne figure malgré les critiques ». Garder le cap, donc il y a la notion de rigidité, donc ça veut dire que il n'est pas du tout à l'écoute, le gars. Faire bonne figure, donc il y a encore la notion de mensonge, et malgré les critiques. Donc là déjà, entre le titre, le sous-titre et la première phrase, il y a déjà 3 fois le mot critique qui arrive. Donc si on n'a pas compris que le gars il fait pas les choses comme il faut, c'est que vraiment on a un petit souci. Le Premier ministre suédois, donc là il y a son nom, je vous épargne de le lire, s'y applique en cette rentrée politique après un été mitigé sur le plan sanitaire. Un été mitigé, donc c'est pas terrible visiblement ce qu'il a fait. Certes, le nombre de personnes contaminées et mortes du Covid-19 a diminué de manière spectaculaire par rapport au pic de la crise. Mais, avec sa stratégie plus souple que dans le reste du monde occidental, la Suède affiche toujours l'un des bilans humains les plus lourds. Donc là, vous savez peut-être que quand on met un « mais » dans une phrase, on annule tout ce qu'on a dit avant. Donc ça veut dire que, certes, le nombre de personnes contaminées ou mortes du Covid-19 a diminué de manière spectaculaire par rapport au pic de la crise. C'est avant le « mais », donc c'est annulé par le « mais », donc ça, on déjà met sous le tapis. Mais après, on dit qu'il a une stratégie qui est plus souple et qu'il a un bilan humain qui est des plus lourds et donc ça a l'air de pas très bien se passer en Suède. Donc là, après, il y a des chiffres et je vais vous lire ce deuxième paragraphe. Avec 5810 morts annoncés au 24 août, le Royaume figure parmi les 10 pays au monde les plus frappés par le coronavirus, proportionnellement à leur population respective. Son taux de mortalité est de 57,1 pour 100 000 habitants, derrière la Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni, mais, on annule encore ce qu'on vient de dire, devant le Brésil, les États-Unis et la France, entre parenthèses 45,6. Jamais le pays, neutre pendant les guerres, n'avait connu un premier semestre aussi mortel depuis la famine de 1869. Vous avez vu comment il est conçu le paragraphe ? On vous donne des chiffres, et c'est là où moi ça m'intéresse, donc je note que le taux est de 57,1 pour 100 000 habitants. Je prends les infos qu'il est parmi les 10 premiers et je prends l'info qu'il y a des pays qui apparemment sont encore moins bien classés que lui.
Et je vois que hop, on en remet une couche à la fin et qu'on relie ça aux famines de 1869 avec toute la charge émotionnelle, la famine, etc. C'est la catastrophe. Donc je pense que vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est en train de vous noyer des informations factuelles à travers un champ lexical et une manière de construire les phrases qui sont de la pure et simple manipulation. C'est de la propagande en fait. Alors dans l'article, il n'est pas à jeter parce que dans l'article, il y a un document qui, moi, je trouve super intéressant, que je vous afficherai à l'écran pour ceux qui sont en vidéo. Donc vous avez un premier diagramme où c'est le nombre de décès par classe d'âge en Suède. Donc c'est en nombre cumulé au 24 août. Et alors là, quand même, pour un pays, donc la Suède, je vous rappelle, qui n'a pas confiné, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? On voit qu'essentiellement, les personnes qui sont mortes du Covid, elles ont essentiellement plus de 60 ans. Donc je ne sais pas, quand on voit ce genre de graphique, on peut se dire quel est l'intérêt de confiner tout un pays et de bloquer toute une économie d'un pays quand on voit que les personnes qui ont moins de 50 et moins de 60 ans, il y a très peu de morts. Il y a très peu de morts. Donc là, j'entends déjà ceux qui vont dire quoi, tu es en train de dire que c'est plus important l'économie et donc l'argent par rapport à la vie des gens, etc. Non, pas du tout. Je vous rappelle juste que l'économie, quand elle va mal, quand il y a du chômage, quand il y a des crises économiques, ça fait des morts. Et ça fait là, tout ce qu'on a bloqué là, pendant plusieurs mois et ce qu'on continue à faire, à obliger des gens à porter des masques dans les restos, les hôtels, etc., on est encore en train de mettre vraiment un sérieux coup de marteau sur notre économie. Et ça fait des morts. Les crises économiques, ça fait des morts. La précarité, la pauvreté, le chômage, tous ces entrepreneurs là, qui mettent la clé sous la porte, ça fait des morts aussi. Ça fait des malades et ça fait de la souffrance. Et c'est pas du tout juste de prioriser l'argent par rapport à la santé, parce que ça, c'est encore un truc qu'on nous a servi et qu'on peut aussi discuter. Donc là, moi, quand je vois ce graphique-là, je vois que quand on a en gros moins de 60 ans, voilà, ça fait pas beaucoup de morts. Et là, on pourrait dire, mais chaque mort, évidemment, est grave, chaque mort est touchant, chaque mort est inutile. Mais quand on est en train de faire de l'analyse de graphes et de chiffres, il faut remettre les chiffres en proportion de ce qu'ils veulent dire. Il faut regarder le nombre de morts qu'il y a, toutes causes confondues dans un pays pendant plusieurs mois, etc. Et c'est là qu'on voit que ce nombre de morts-là n'est pas si énorme que ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les gens qui sont morts, les familles qui ont souffert de la perte de ces personnes-là, etc. Donc là, quand je vois ça, je me dis, mais il n'y a aucun intérêt à confiner tout un pays, puisque les gens qui sont en danger et qui sont susceptibles de mourir du Covid, en fait, c'est les plus de 60 ans et encore plus les plus de 70 ans. Donc quand je raisonne sans me laisser embarquer dans l'atmosphère émotionnelle et orientée de l'article, là, ce graphique, pour moi, il dit énormément de choses. Alors le deuxième graphique, il est tout aussi énorme, c'est le classement du plus fort taux de mortalité dans le monde et donc des différents pays. Donc arrive en tête la Belgique avec 87,5, le Pérou 85,8, le Royaume-Uni 62,4, l'Espagne 61,7, l'Italie 58,6, le Chili 57,9 et vous arrivez donc avec la Suède en 7e position avec 57,1. Et juste derrière, vous avez le Brésil, les États-Unis, le Mexique et la France. Alors quand vous voyez ça, et que vous vous êtes fait embarquer par le climat émotionnel de l'article, vous dites « Ah ouais, dis donc, elle est dans le top 10, donc si elle est dans le top 10, ça veut dire qu'elle a eu beaucoup de morts et ça veut dire qu'elle s'est gourée. » Ça, c'est si vous vous laissez embarquer par le climat et l'orientation du journaliste. Si vous ne vous laissez pas embarquer et que vous gardez votre discernement et votre esprit critique, vous remarquez qu'il y a 10 pays là, qu'on nous présente, et sur ces 10 pays, vous en avez 6 qui sont au-dessus de la Suède, et qui ont donc un taux de mortalité qui est plus important que la Suède. Et donc là, la question à se poser, c'est ok, comment ils ont géré ça, eux? Est-ce qu'ils ont confiné ou pas? Et donc parmi ces pays, vous avez la Belgique, vous avez le Royaume-Uni, vous avez l'Espagne, enfin vous avez quand même un certain nombre de pays qui ont imposé des confinements drastiques à leur population. Et ils ont des taux de mortalité qui sont supérieurs à un pays qui n'a pas confiné. Donc je ne sais pas vous ce que votre mental et votre intelligence vous dit, mais ce que moi ça me dit, c'est que déjà c'est pas la Suède qui est en première ligne, donc voilà.
Et puis, quitte à avoir des taux de mortalité, je sais pas, la Belgique, elle a quand même fait un confinement qui était très sévère et elle est à 87,5. Donc ça veut bien dire que c'est pas le confinement qui va être dans les paramètres les plus parlants et les plus importants par rapport au taux de mortalité, puisqu'on peut avoir un confinement qui est total et avoir un taux de mortalité qui est aussi important. Donc ça veut bien dire que pour moi, en tout cas, c'est pas le confinement qui protège une population. Enfin, pour moi, la logique, elle est évidente. Donc je vous laisse réfléchir comment c'est pour vous, parce que voilà, je ne veux pas vous influencer non plus, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'à partir d'un même article, il y a plein de manières de le recevoir et il y a plein de manières de placer son mental, de placer sa réflexion, et que ça dépend de la manière déjà dont on fait confiance ou pas, de nos partis pris, de nos convictions, de nos valeurs, etc., etc. Et moi, je vous invite vraiment à rester au contact des chiffres. Et moi, quand je vois un article comme ça, la première chose que je fais, c'est que je vais aller vérifier les chiffres. Parce que quand je l'ai fait, je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il y avait des chiffres et qu'il y avait des faits qui étaient faux en fait. Donc l'idée, c'est pas de devenir complètement parano et de dire ils nous mentent tous, ils sont tous achetés, ils sont tous pourris, allez, on va faire la révolution, etc. Non, parce que ça fait que nourrir la haine et la violence et c'est vraiment pas à partir de là que je vous parle. L'idée, c'est vraiment de, encore une fois, retrouver son discernement, rester au contact des faits, rester au contact du réel et d'apprendre à discerner qui parle de quoi et pourquoi et à partir d'où. Je sais bien que c'est pas facile ce travail de discernement, de discrimination, de qui parle, à partir d'où et pourquoi un tel me dit ci, et pourquoi un tel me dit ça et quels sont ses intérêts, etc. Ça prend du temps, mais c'est vraiment un apprentissage que je vous invite à faire parce que ça me paraît essentiel, parce que c'est ça qui permet de reposer quelque chose qui est plus juste, qui est plus sécure et qui permet ensuite de poser des choix pour soi-même à partir d'un espace qui est beaucoup plus posé et qui est beaucoup plus tranquille. Parce que quand on est dans l'insécurité et qu'on ne sait pas et qu'on est perdu et qu'on est dans la confusion parce qu'il y a plein d'injonctions contradictoires et en plus on peut prendre des sanctions si on ne fait pas ce qu'un tel nous dit ou a décrété, etc., c'est très très infantilisant et c'est très insécurisant. Et quand on tombe dans ce panneau-là et qu'on se met juste à obéir parce qu'on a peur et parce qu'on est perdu et parce qu'on ne sait pas et parce que nos instincts qui sont ce qu'ils sont et qu'on a tous, et moi aussi, nous dictent que quand on est perdu, on essaie de se raccrocher à une autorité parce que cette autorité, elle va savoir quoi faire et à partir de là, on va se sentir un peu plus en sécurité. Parce que nos instincts, ils nous disent que il faut faire comme tout le monde parce que le groupe, si tout le monde fait ça, c'est qu'il doit bien y avoir une raison et donc je vais me conformer au groupe. Alors si je me pose à partir de ces instincts-là et de ces mécanismes-là, alors je m'expose à ne pas respecter la vie en moi. Parce que la vie en moi, la vie en vous, elle vous demande de prendre soin de vous. Elle vous demande de prendre soin de vos besoins. Et c'est pour ça que quand vous n'en prenez pas soin de vos besoins, vous pétez un câble et vous êtes en burn-out et vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus, vous avez plein d'émotions qui sont tellement insupportables. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de prendre soin de vous. Et je sais qu'on a facile à dire oui mais j'y peux rien, oui mais c'est la vie qui est comme ça, oui mais j'ai mon boulot et j'ai tout un tas de contraintes, etc. Je sais que c'est pas facile parce que j'ai été là-dedans pendant très longtemps. Je suis passée pas loin du burn-out moi aussi et je sais vraiment ce que c'est de se laisser prendre comme ça dans cette spirale de boulot, d'injonction, ces endroits où on a l'impression de ne pas avoir le temps, etc. Et si moi il y a quelque chose que j'ai vraiment compris à travers tout ça, c'est que derrière la croyance j'ai pas le temps, j'ai pas de disponibilité, je peux pas, c'est pas ma faute, etc. Il y a vraiment ces croyances très fortes qui ont été engrammées beaucoup au cours de notre éducation sur notre impuissance en fait. On a vraiment appris et on a vraiment été conditionné à rester dans notre impuissance. Et notre impuissance, elle nous dit j'ai pas le choix, je peux pas. Et c'est vraiment ça un chemin qu'il est possible de faire et dont je peux témoigner, c'est de reprendre à un moment donné sa puissance, de se réaligner sur son axe et de reposer un choix qui est un choix d'amour de soi-même, de respect de soi-même. Et si on s'aime soi-même et si on se respecte soi-même, alors de manière quasiment automatique, ce qu'on va envoyer, ce qu'on va vibrer dans le monde, ça va être quelque chose de beaucoup plus aimant et de beaucoup plus respectueux pour les autres humains, pour la vie en général, etc. Voilà, donc j'ai vraiment envie de vous encourager à prendre de l'espace, à faire des stops aussi souvent que possible dans votre journée pour reprendre de l'espace, pour prendre soin de vous, pour vous arrêter,
pour regarder où vous en êtes, pour prendre de vos nouvelles, pour dire ok, là maintenant j'ai besoin de quoi, hein, je vous remets le lien de la vidéo sur les besoins. Maintenant j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui est juste pour moi ici et maintenant? Et petit à petit, vous allez voir, c'est possible de remettre quelque chose de plus droit, de plus en accord avec qui vous êtes, de remettre un espace de choix. Et quand on choisit à nouveau, alors on choisit d'avoir du temps, alors on priorise, alors on dit ça c'est important, ça c'est pas important. Et on choisit plus forcément ce qui est urgent, on choisit ce qui est important, important pour soi, pour sa propre vie, pour sa propre santé, et après important aussi éventuellement pour les autres. Mais c'est d'abord soi, sa vie, sa santé et son bien-être à soi. Cette démarche d'apprendre à discerner autrement les différentes informations, de comprendre et de discriminer qui vous parle de quoi, pourquoi, à partir de quel endroit, avec quels intérêts, c'est vraiment important parce que ça va vous aider à reprendre de la confiance en vous, dans votre capacité à vous repérer dans le monde, dans ce que vous êtes en train de vivre, etc. Et à partir de cette sécurité, vous allez pouvoir questionner vos croyances, regarder si vous continuez à mettre une confiance à un certain type de personne ou est-ce que vous mettez un peu plus peut-être de finesse et de discernement dans votre manière de placer votre confiance dans les différentes personnes. Et en apprenant à discerner et à placer votre confiance peut-être différemment auprès de telle ou telle personne, cette confiance, vous allez la remettre en vous. Parce que vous allez voir que vous êtes capable de comprendre les choses, vous êtes capable d'établir vos propres repères, vous êtes capable de fonctionner à partir de vos propres valeurs et vous allez pouvoir hiérarchiser tout ça. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre mental de manière constructive pour vous revaloriser, pour remettre une sécurité qui vient de vous-même, parce que c'est votre axe, ce sont vos valeurs, ce sont vos limites, ce sont vos besoins. Et c'est à partir de l'intérieur que ça part. Et c'est complètement différent de se comporter et de poser des choix parce qu'on a la sensation de les subir à partir d'une autorité extérieure parce qu'on a peur et parce qu'on est perdu, plutôt que de poser un comportement parce que voilà, on sait qui on est, on sait quels sont nos besoins, on sait quelles sont nos valeurs, on sait quelles sont nos limites. Et c'est à partir de là qu'on peut discerner et qu'on peut discriminer ce que l'on va faire. Et quand on reçoit des informations, on va pouvoir trier. On ne va pas dire « Ah oui, non, mais lui, il me dit ça, mais lui, je sais qui il est. Je sais à partir d'où il me parle. Je sais quels sont ses intérêts. Donc c'est fini. Je sais identifier les choses. Et donc je ne me laisse plus embarquer. » Et ça, c'est vraiment hyper important. Et ça, c'est vraiment une manière qui est en accord avec la vie et qui est précieuse d'utiliser son mental. Vous voyez, le mental, il est vraiment utile là. Et là, il va permettre de rééquilibrer un émotionnel. Parce que là, je remets de la sécurité. Et cette source de sécurité, elle est vraiment à l'intérieur de moi et elle est dans mon axe. Voilà, donc une fois de plus, ne me croyez pas. D'accord? Je vous parle à partir de ma réalité. À vous de ressentir quelle est la vôtre. À vous de sentir si ça vous parle, cette démarche, ou pas. À vous d'aller voir si vous avez envie d'aller voir ce document que je vous ai préparé ou pas. À vous de sentir si vous avez envie de le partager à telle ou telle personne parce que vous vous dites « Ah tiens, ça intéresserait un tel, d'avoir ces informations. » Voilà, vraiment, sentez ce qui est juste pour vous, mais ne me croyez pas. Voilà, donc je vous mets comme convenu dans la description de ce contenu le lien de l'e-book, le lien du document avec toutes ces différentes pistes là pour mieux discerner un peu les informations qui sont en contact avec le réel ou pas. Je vous partage aussi les liens d'informations sur les prochains ateliers qui arrivent. Donc il y a un atelier le dimanche 20 septembre 2020 à 14 h sur la santé et la vitalité de manière naturelle. Vous avez un atelier le 4 octobre, c'est un atelier de partage et de pratique de présence consciente. Voilà, donc je vous mets les liens dans la description. Et je reste à votre écoute si vous avez des questions, si vous avez des partages, si vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.